merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour cette édition spéciale consacrée à cette actualité que nous suivons pour vous depuis le 29 août et ce jusqu'au 2 septembre, actualité relative à la Semaine africaine du climat qui se tient ici à Libreville et elle est organisée par les Nations Unies. Et parlant des Nations Unies, on a le plaisir et l'honneur de vous accueillir, Madame le représentant résident du système des Nations Unies au Gabon, Dr Savina Amassari. Vous êtes la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon. Merci d'être avec nous. Bonjour et vraiment je suis très contente d'être sur le plateau de Gabon 24. C'est un plaisir de vous avoir. Est-ce que ce serait un abus de langage de dire que l'Afrique vous doit une fière chandelle pour l'organisation de cet événement qui se tient à quelques encablures de la COP27? Est-ce que c'est un abus de langage ou est-ce que c'est véritablement le positionnement des Nations Unies? Aucun pays aurait pu accueillir cette importante discussion entre les pays africains en vue de la COP africaine. Parce que vous savez que la COP 27 se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et ces semaines du climat sont des rencontres qui sont importantes pour que les pays, les représentants des pays des gouvernements, mais aussi de la société civile, les experts, les spécialistes et tous les partenaires et les parties prenantes puissent concorder la position d'une région du monde. Et puisque c'est la COP africaine en Égypte, cette semaine est particulièrement importante. Et pourquoi pas Libreville parmi d'autres capitales africaines, parce que ça vient à point. Le Gabon est dans un moment historique, puisque c'est vraiment un modèle de conservation de l'environnement. Le Gabon est très, très impliqué dans les négociations depuis toujours. Et donc l'accueil ici, il faut priser vraiment les autorités gabonaises pour tenir cette semaine africaine du climat ici à Libreville. C'est vraiment les bons moments. D'accord. Et quelle est la collaboration qui unit les Nations Unies au Gabon, puisque vous avez embrayé sur votre partenariat avec le Gabon et le choix de la capitale gabonaise, ou plutôt du Gabon, pour abriter ce grand événement? Quelle est la collaboration qui unit les Nations Unies au Gabon? Justement, nous travaillons avec les États pour pouvoir organiser ces rencontres. Nous avons plusieurs organisations, agences des Nations Unies qui ont œuvré avec les gouvernements gabonais pour en faire un succès. Ce type d'initiative, nous les menons, ce type d'événements se font dans différents pays. Et donc, nous sommes toujours en appui pour pouvoir faire en sorte que les programmes soient pertinents, qu'aussi il y a une participation adéquate, y inclut les représentants de communautés, de la société civile, aussi les représentants du groupe les plus vulnérables qui parfois n'ont pas un mot en chapitre. Donc nous avons conjointement organisé cette importante initiative, mais aussi nous tenons toujours à faire en sorte qu'on puisse couvrir plusieurs sujets en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, ce matin, a commencé aussi la réunion des négociateurs africains. C'est bien sûr un atout d'avoir ce type de rencontre face à face parce que les participants sont les mêmes. Il y en a aussi beaucoup en ligne parce que nous avons appris pendant la Covid à travailler online. Et ça, c'est vraiment tout gagné parce qu'il y a beaucoup de participants aussi qui suivent les travaux de loin. En plus, nous avons plusieurs séances. Vous avez vu, il y a énormément d'ateliers, de side events. Et bien, techniquement, les différentes agences des Nations Unies, aussi avec présence ici à Libreville, sont impliquées en cela et mènent donc les discussions sur différents sujets qui sont des sujets prioritaires selon nous. Vous savez, les Nations Unies sont particulièrement bien situées comme l'ensemble des pays membres et à accompagner les pays techniquement et à pouvoir les soutenir dans la formulation des politiques, des conventions
Nous sommes aussi particulièrement bien placés pour soutenir les pays dans la définition de quels sont les besoins des statistiques, des données nécessaires pour guider la formulation des politiques et des programmes. D'accord. Et aussi dans la coordination, vraiment la coordination de tout le système des Nations Unies aussi, des partenaires plus en général, puisque nous sommes neutres, impartiels, et que nous sommes les champions, l'émanation des champions qui poussent vers les 17 objectifs de développement durable et la réalisation de l'agenda 2030. 2030. Tout ça, c'est un programme des Nations Unies. En quoi consiste spécifiquement votre collaboration avec le Gabon? Parce que le choix du Gabon n'est pas fortuit. C'est plusieurs pays, les nations qui sont membres des Nations Unies, mais le choix du Gabon spécifiquement, pourquoi? Alors, le choix du Gabon, comme je disais, le Gabon a depuis des décennies mis en place une série d'étapes de façon cohérente pour conserver, préserver l'environnement. C'est un pays avec plus que 85% de la surface couverte de forêts. Ces forêts, ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, beaucoup de partenariats pour les maintenir. Le Gabon a aussi mené des initiatives pour la préservation des côtes, des eaux, et que ce soit la mer, mais aussi les eaux douces. L'établissement des aires protégées, l'établissement des 13, n'est-ce pas, 13 parcs nationaux, qui sont des grands parcs nationaux, et dont 2 d'ailleurs sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO, mondial de l'UNESCO. Tout ça, ça montre une volonté très très forte au plus haut niveau. Et aujourd'hui, le Gabon est vraiment dans une position où il peut servir d'exemple à d'autres pays. Donc, le choix du Gabon est un très très bon choix. Mais aussi, je vous dis, un autre exemple qui est un indicateur de la bonne volonté du Gabon et qui sert aussi aux autres pays de l'Afrique et de la région, c'est l'Agence des observations spatiales et AGEOS. Qui est dans la zone économique spéciale Hancock et qui récolte à travers des images satellitaires tous les minutes, je ne sais pas combien d'images satellitaires qui sont après triangulées, qui sont mises ensemble avec les images faites par des drones qui circulent sur différentes provinces et qui observent et peuvent donner des images de la situation des mangroves, la situation des forêts. Ah, attention, là, il y a des hectares et des hectares qui sont en train d'être déforestés alors qu'il n'y a pas une concession. Et ces informations satellitaires et des drones sont ensuite aussi triangulées avec les images faites par les gardes forestières, par les travailleurs des ONG, des associations qui vont sur le terrain et qui travaillent avec les communautés. Alors vous pouvez imaginer la richesse de ces informations et comment ça, c'est aussi une capitale importante en termes de données et de statistiques pour les autres pays. Surtout que les radius de l'observation satellitaire et de l'Algérie jusqu'à Namibie, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est tous des initiatives que nous soutenons, mais nous soutenons aussi des programmes concrets. Des programmes concrets comme Famille verte. La Covid, vous savez bien, a eu un effet très très néfaste, surtout pour les jeunes qui sont déjà affligés par le chômage. Il y en a beaucoup qui sont dans les quartiers, même des jeunes qui ne sont pas si jeunes désormais, et qui n'avaient pas une revenu. Nous avons fait des programmes conjoints des Nations Unies. La leadership était au programme des Nations Unies de développement, les PNUD, et l'organisation pour la FAO et pour l'agriculture. Et donc, nous avons soutenu le recrutement de ces jeunes pour les ramener à la terre. Très bien. Dans la direction de Capesterias. Fournir les outils, les semences, leur fait des trainings de 1 an, la formation, pour qu'ils puissent produire et puis nourrir leur famille. Et entre-temps, ils ont acquis les capacités pour produire. Et si vous allez aujourd'hui dans les supermarchés, vous trouvez leurs produits, mais aussi dans les quartiers. Et donc, c'est produire, c'est en même temps
valoriser la nature, préserver la nature et en proximité aussi de là où il y a un besoin des produits agricoles, produire pour Zero Mile, très bien. ramener ces produits, les tomates, les aubergines, aux familles Est-ce que à un moindre coût. D'accord. Est-ce que votre collaboration est juste en renforcement de capacités ou il est également financier? Parce que ce qui se dessine depuis la COP 21, c'est le manque de financement qui fait que l'Afrique continue à subir le lourd tribut des changements climatiques. Est-ce que les Nations Unies accompagnent le Gabon et les autres pays financièrement ou c'est à travers le plaidoyer et le renforcement des capacités? C'est les deux. D'accord. C'est les deux dans le sens que nous, effectivement, notre rôle principal des Nations Unies est en tant que réforme maintenant avec une impetus dans la coordination et la coopération. Nous fournissons donc un appui technique pour la formulation des conventions internationales et des accords internationaux, mais aussi pour les pays de se mettre en adéquation avec ces principes. Nous fournissons un appui sur la génération des statistiques et des données. Nous fournissons un appui dans le développement de ces partenariats et nous mobilisons des financements. Alors, la mobilisation des financements, nous avons des fonds qui sont mis en place au niveau global, les fonds des ODD, par exemple, les SDG Fund. C'est un fonds qui, encore, il y a peu de semaines, a fourni au Gabon une subvention pour pouvoir faire face à la crise provoquée justement par la Covid. Et donc, on a pu encore amplifier ce travail fait pour la petite agriculture, pour développer les capacités, surtout pour les jeunes et pour les femmes. D'accord. Parce que c'est des résultats directement. Donc, pour ces programmes-là, il faut des financements qui sont relativement petits. Et sur ça, on fait beaucoup. L'autre chose que nous aidons à travers des partenariats, mais même avec le secteur privé. Donc, partenariats publics, privés, nationaux, internationaux, que nous facilitons à travers cette coordination de l'ensemble des acteurs pour pouvoir accroître les investissements. C'est là qu'on fait beaucoup de bruit, c'est là qu'on passe à la télé, c'est là qu'on écrit des blogs, c'est là qu'on veut vraiment montrer, regardez les Gabons, c'est sérieux, il y a une volonté politique de plus haut niveau, il y a une mobilisation de toute la société, même des communautés, avec implication de la société civile. C'est là qu'il faut investir parce que là, on aura des résultats sur les investissements. Mais un troisième aspect, c'est très important, c'est aussi que nous sommes convaincus qu'on peut faire plus avec moins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de financements déjà, il y a quand même des financements disponibles. Il faut accroître la gouvernance, améliorer la gouvernance pour pouvoir faire plus avec les ressources que nous avons déjà. Comment faire plus? Alors, justement, même nous, les Nations Unies, en mettant tout le monde en synergie, nous avons 25 agences des Nations Unies ici qui œuvrent en soutien des politiques nationales du Gabon, les PAT, les PSGE, les programmes d'accélération de la transition. De transformation. En fait, nous sommes en appui, nous sommes en alignement avec les politiques nationales, avec les priorités nationales. Mais nous sommes 25 agences. Si l'on ne coordonne pas, il y a risque de duplication. Il y a risque que quelqu'un fait une petite initiative par ici et une autre initiative par là. C'est mon rôle. Exactement. C'est mon rôle, ensemble avec les chefs d'agence de toutes les 25 agences. Certaines sont résidentes ici, c'est-à-dire ils ont un bureau ici, d'autres sont ailleurs, à Nairobi, à Brazzaville, à Dakar. D'impliquer tout le monde et d'avoir un programme solide, un cadre de coopération que nous sommes en train de développer, pour que tout le monde connaisse son rôle à jouer et que tout le monde se mette en synergie et que tout le monde coordonne dans l'ensemble bien les activités pour qu'on puisse vraiment capitaliser plus sur les ressources financières existantes, les ressources techniques, donc les ressources humaines, mais aussi les ressources en termes de communication et de tout ce qui doit se faire en termes de développement de ces partenariats. C'est très, très important. C'est très important, en effet. Mais sortons du Gabon. On a compris que la relation
la relation entre les Nations Unies et le Gabon se porte très très bien et produit du bon fruit en toute saison. Ça, on l'a compris. Ce qu'on ne comprend pas, en revanche, c'est pourquoi les sommets se multiplient, pourquoi les rencontres de ce type se multiplient et ne répondent pas véritablement aux attentes des pays concernés. On parle d'environ 4% des émissions de gaz à effet de serre de l'Afrique. Pourquoi est-ce que les Nations Unies ne portent pas plus loin le plaidoyer? Outre ces rencontres qui sont certainement importantes, et vous l'avez rappelé à juste titre, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les Nations Unies ne vont pas au bout des choses en expliquant le bien fondé du financement qui est attendu depuis 2021? Pourquoi est-ce que vous ne jouez pas ce rôle? Au lieu de rester dans votre petit coin, d'organiser, d'encadrer les pays, pourquoi est-ce que vous n'allez pas vers ces personnes identifiées qui savent qu'elles doivent beaucoup de choses à l'Afrique pour leur dire, écoutez, nous faisons notre part, mais vous aussi faites votre part. Quand est-ce que cela arrivera? Et pourquoi d'ailleurs vous ne le faites pas? C'est une excellente question. Et c'est vrai aussi que certaines personnes disent, mais pourquoi on a besoin de ces grands événements où les gens viennent de tout coin du monde? Et est-ce que c'est pas coûteux? Ou est-ce que c'est pas aussi un gaspillage des ressources, mais aussi des émissions qu'on met dans le ciel? Au fait, nous sommes convaincus que les résultats de ce type de dialogue est plus important que les coûts que nous investissons dans ce type d'initiative. Et nous sommes d'accord avec les États. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il n'est pas possible d'avancer s'il n'y a pas un consensus. Créer un consensus sur des thèmes qui sont souvent des thèmes hautement sensibles, parce qu'il y a vraiment beaucoup de différents points de vue impliqués, différents intérêts qui sont en jeu, nécessite vraiment des négociations importantes. C'est pour ça aussi qu'on a les négociations concrètement qui se font, où on définit très clairement quelles sont les priorités, quels sont les cadres temporels dans lesquels on doit s'engager. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons beaucoup de communication, ça, il n'y a aucun doute, pour l'inclusion, pas seulement des groupes les plus vulnérables, je parle des jeunes, les jeunes surtout, les jeunes dont les manques d'action va avoir l'impact plus important sur leur destin futur, les générations à venir, mais aussi les femmes, mais aussi tous ceux qui sont les plus affligés. Vous dites correctement, les changements climatiques vont heurter les pays africains en premier lieu, et qui dans les pays les plus vulnérables. Donc nous faisons beaucoup de bruit, nous faisons beaucoup de mobilisation, beaucoup de plaidoyer. En même temps, des pays pollueurs? En même temps, c'est certainement, parce que d'ailleurs, ce type de rencontres se font dans tous les pays, dans toutes les régions, pour arriver, pour faire en sorte, pourquoi ils sont importants? Parce que négocier et se mettre d'accord, quelles sont les priorités pour le continent africain? Quelles sont les priorités pour le continent asiatique? Quelles sont les priorités pour le continent latino-américain? Chaque région a d'autres priorités. Il faut trouver un équilibre. Il faut être ambitieux, ça c'est notre point de vue. Nous aidons, nous soutenons les pays et les représentants à être ambitieux, mais en même temps réalistes et d'adopter une certaine flexibilité. Parce que sur ces questions, comme sur d'autres questions épineuses, c'est difficile qu'on puisse satisfaire tout le monde. Sauf que l'Afrique est toujours en train de payer le lourd tribut. Alors, votre plaidoyer apparemment n'a pas encore été entendu. Alors, le plaidoyer que nous faisons a déjà commencé à donner des fruits, parce que si vous faites le tour, et je sais que vous interviewez beaucoup de monde, nous avons beaucoup d'idées innovantes ici sur la question de comment mobiliser les financements, par exemple. C'est une question fondamentale, parce qu'on a beau avoir des plans, des programmes, des conventions, mais si les ressources financières font défaut, on peut aller nulle part. En même temps, nous sommes dans une récession et dans une crise financière mondiale à cause de la COVID-19, à cause aussi de la crise ukrainienne actuellement, et surtout aussi à cause, des problèmes climatiques qui ragent en ce moment. La canicule, les inondations, les feux. En Afrique de l'Ouest, etc. Donc,
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider à avoir des idées qui sont des idées innovatives. Après, je vais prendre les idées innovatives. les crédits de carbone, par D'accord. exemple. Nous Oui. aidons, par exemple, les pays comme le Gabon à développer ces crédits de carbone qui sont vraiment une idée intéressante. L'Afrique qui a pu préserver et qui est vraiment le berceau d'une nature et d'une capitale naturelle aussi important, a vraiment quelque chose à offrir au monde. D'accord. Mais il faut que l'Afrique reçoive quelque chose en échange. Tout à fait. Et donc, Elle donne tout ce qu'elle a. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais il y a un adage mienais, une ethnie du Gabon, qui dit qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage. Le Gabon, avec toutes les belles idées, ne pourra pas changer le visage du climat mondial. Même si il participe, il ne pourra pas. C'est une synergie d'action qui permettra. Alors, cette rencontre, les points saillants de cette rencontre de Libreville, quels sont-ils vus par les Nations Unies, organisation qui porte cette rencontre de cette semaine africaine? alors, d'abord, la mitigation des impacts du changement climatique. Il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que ça affecte pas seulement la faune et la flore, mais aussi ça affecte toute la chaîne de production et c'est une menace pour les populations, mais bien sûr aussi les populations ont besoin de cette nature pour pouvoir survivre. Ça, donc, la mitigation de l'impact est indispensable. En deuxième lieu, donc, comment favoriser cette résilience? Comment les communautés peuvent devenir plus résilientes? Donc, nous savons par exemple que les terres se dégradent à fur et à mesure qu'on fait l'agriculture, même à petite échelle, toujours de la même manière. Donc, quelles sont certaines innovations qu'on peut introduire? Comment augmenter la production, la rendre plus adaptée à d'autres températures, par exemple. Ensuite, la prévention, la conservation, que c'est vraiment un sujet d'actualité. Et finalement, les financements. Je voudrais revenir à la question des financements. C'est l'épineuse question. C'est l'épineuse question. Depuis 2015, on parle de ce financement. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, c'est à Kyoto que les choses se sont décidées. Le MDP, le mécanisme de développement propre, acté à Kyoto, au Japon en 1997 et en vigueur depuis 2006, a généré quelques 7 milliards de crédits carbone depuis ses débuts. Un crédit équivalent à une tonne de CO2 évité. Où en sommes-nous d'ailleurs parlant de ce mécanisme? Parce qu'on a l'impression qu'il y a la synergie d'accords, il y a des actions qui sont mises en place d'accords, mais aucun résultat, madame. Comment cela s'explique? J'ai beaucoup d'espoir que cette COP 27, avec la préparation justement des pays qui ont beaucoup de crédits carbone à offrir, des hautes qualités. Dans les ateliers, dans les séances qui ont lieu ici, nous avons pu discuter de la qualité de la forêt. Et les problèmes que les crédits carbone, par exemple, le gabonais, est aujourd'hui évalué à un prix beaucoup moindre que dans d'autres pays, disons européens, c'est une injustice. Il faudrait des prix qui soient justes et qui tiennent compte de la qualité de la forêt et de la biodiversité. On en parlait aussi ce matin, justement, à l'ouverture de la réunion des négociateurs africains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand la forêt... prenez un hectare de terre avec de la forêt au Gabon. Comment vous faites les prix pour savoir qu'est-ce que ça vaut? Si on garde les arbres, on ne peut pas seulement quantifier, estimer les prix des arbres et de la forêt, mais on devrait aussi estimer ce que ça représente en termes de biodiversité. Et qu'est-ce que ça représente aussi en termes d'impact qu'on n'a pas produit en ne pas coupant les arbres. Je reviens à ce que le ministre des Eaux et des Forêts dit toujours. Si le Gabon aujourd'hui couperait sa grande forêt et que d'autres pays dans les bassins du Congo feraient autant, des pays comme le Soudan, l'Éthiopie et comme l'Égypte avec des grandes populations seraient dans une situation d'impact majeur et les populations nécessairement subiraient une catastrophe naturelle qui va les pousser à chercher une vie ailleurs. D'accord. Donc ça aussi, C'est ces coûts-là doivent être aussi incorporés.
Si nous, Nations Unies et tous les acteurs, parce qu'on est tous des ambassadeurs, y inclus vous les médias, communiquons plus sur ça, on va attirer ces investissements pour pouvoir aider à créer cette fameux marché du carbone. D'accord, nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Pourquoi quasiment? Parce qu'il nous reste quelques minutes. Est-ce que le plaidoyer, au travers de tout ce que vous avez déjà dit, portera du bon fruit? Si oui, dans quel laps de temps vous comptez que vous pensez que les choses entreront dans l'ordre? Je suis convaincu que nous sommes dans un moment historique. Pour les Gabon, le financement est déjà là. Le travail que nous faisons avec la Central African Forest Initiative, l'initiative de la forêt de l'Afrique centrale, a déjà, le Gabon est le premier pays qui a reçu l'investissement du fonds norvégien, mais maintenant l'Allemagne aussi a investi et d'autres pays sont en train de les investir. Et le Gabon, puisqu'il a les données que nous soutenons aussi à générer, a pu bénéficier de ça. Le Gabon est un exemple pour d'autres pays. Oui. Mais aussi, il faut que vraiment je souligne une chose. S'il vous plaît. Il est important de savoir, il est important de déterminer qui va bénéficier de ces financements. Qui bénéficie? Donc, nous faisons beaucoup de plaidoyer, nous travaillons étroitement avec tous les acteurs, surtout les gouvernements, mais aussi avec tous les acteurs pour que les financements qui arrivent bénéficient tous les parties prenantes et surtout les communautés sur le terrain qui ont plus besoin pour pouvoir devenir résilients, pour pouvoir continuer à se mobiliser, eux, vraiment sur le terrain. Il est nécessaire que les financements soient partagés. Est-ce que vous pensez, et c'est la dernière question, ce sera d'ailleurs votre mot de la fin, que la COP27 répondra aux attentes de l'Afrique? Depuis le lancement de cette semaine africaine du climat, les mots d'ordre a été implémentation, action, implémentation, action. Et c'est ça que nous tous espérons avec tout cœur, parce que si nous continuons à ce rythme, nous allons vraiment pas y arriver. Mais nous avons de l'espoir. Ça sera une COP africaine. L'Afrique a aussi beaucoup de solutions à proposer. Et les plaidoyers qui vont se faire aussi là-bas, en lieu, on va continuer à soutenir pour qu'il y ait une prise de conscience, y inclus dans les pays qui sont avancés et qui polluent le plus et qui se rendent peut-être même pas compte de l'impact qu'ils provoquent. Malgré tout le travail que les Nations Unies fait, c'est quand même assez difficile de le croire. Mais bon, on vous croit, on vous sait optimiste et merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous. Et nous comptons sur les médias de faire ce plaidoyer aussi. Et nous faisons notre part. Faites la vôtre et nous la nôtre. Ensemble unis pour le changement climatique, pour la résolution du changement climatique, pour le financement que l'Afrique attend depuis 2015, on va le dire, lors de la COP 2021. Alors j'étais avec le docteur Savina Massari, elle est coordonnatrice et résidente du système des Nations Unies et nous a fait l'honneur de répondre à ces questions. Les Nations Unies qui organisent cette semaine africaine du climat ici même à Libreville. Le pays abrite la rencontre, une rencontre qui réunit près de 1000 participants pour harmoniser la position de l'Afrique en vue de la tenue prochaine de la COP 27 en Égypte. C'est bien cela. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24 se poursuivent. C'est la fin de cette édition.